Bienvenue sur Jinkunga Tutoriel et grandissons ensemble. Chapitre 4, la fondation. Nous allons continuer nos séries de formations comme on avait commencé depuis les débuts. Sur le pack complet, calcul des structures à la main, nous traitons un projet d'un bâtiment R+5, bâtiment d'habitation, d'appartement bien sûr. Le chapitre que nous allons voir ce matin, ça sera dans le chapitre 4, intitulé la fondation. Les amis, c'est comme je le dis chaque fois, cette formation est très bien pour vous. Justement, c'est pour aider en fait notre communauté. Comme vous le savez, un ingénieur doit maîtriser bien les calculs des structures, bien sûr, à la main. Puisque certes, c'est vrai, aujourd'hui, nous sommes déjà donc au 21e siècle. C'est vrai, nous avons nous avons des ordinateurs. Nous travaillons sur plusieurs logiciels de calcul des structures. Mais néanmoins, l'ingénieur ne peut pas oublier les calculs des structures à la main. Puisque c'est ça en fait la base. Déjà, si vous maîtrisez très bien le calcul des structures à la main, eh bien, ça fera de manière à ce que vous puissiez devenir de plus en plus compétent. Même s'il n'y a pas un ordinateur, il n'y a pas de courant, vous vous retrouvez à un endroit pas trop approprié pour travailler sur un ordinateur, eh bien, l'ingénieur fera face seulement au papier. L'ingénieur fera face au papier. Avec son stylo, il peut donc décortiquer un projet, donc calculer un projet du début jusqu'à la fin. C'est ça l'avantage, les amis. Ce genre de formation, généralement, c'est difficile de trouver ça donc sur Internet. OK? Trouver quelqu'un en train de partager sa connaissance du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire travailler sur un projet, quelqu'un qui vous montre par où peut-on commencer un projet, comment par exemple prédimensionner un projet, l'introduction d'un projet, comment calculer la dalle d'un projet, comment calculer les poutres longitudinales d'un projet, comment calculer un portique d'un projet, comment étudier la fondation d'un projet, comment calculer les longrines d'un projet, comment calculer les fondations, notamment la semelle, ça peut être isolé, sous poteau, et voire même aussi pour le cas d'un radier d'un projet, comment calculer l'escalier et l'ascenseur d'un projet. Ça, c'est la base, les amis. C'est vraiment la base. C'est pour dire que si vous maîtrisez déjà les chapitres que je viens d'énumérer, eh bien, donc, je peux tout simplement vous confirmer que vous serez très compétent. Très compétent. Raison pour laquelle j'ai dit, débutons ces projets et grandissons ensemble. L'avantage est que si par contre il y a des points qui vous semblent toujours difficiles, vous avez cette possibilité de m'écrire inbox. Comme ça, au moment opportun, je pourrai vous répondre. Ou carrément acheter des formations auprès de moi-même, c'est-à-dire vous achetez un pack. Vous aurez donc le livre au grand complet qui pourra donc vous aider de bien maîtriser donc tout ce que nous sommes en train de faire dans les livrets pack complet. Les amis, je pense que, comme je l'ai dit, je le fais puisque j'ai un cœur ouvert vis-à-vis de notre communauté. Je vais donc aider notre communauté. Donc, je pense que c'est très important. Et nous allons continuer donc la partie fondation, bien sûr le chapitre 4. Si vous êtes prêts, les amis, on peut évoluer. En titre de rappel, j'aimerais nous rappeler encore une fois de plus les chapitres que nous sommes en train d'étudier ici. Le plan de travail que je vous avais montré, le premier chapitre c'était dans le chapitre 0, où on avait vu l'introduction générale. Le chapitre 1, c'était dans le calcul de la dalle. On avait vu ensemble avec vous comment prédimensionner une dalle.
et puis la dimensionner. Chapitre 2, c'était dans le calcul des poutres longitudinales. Je vous avais montré comment prédimensionner une poutre, comment charger une poutre, comment étudier le mécanisme des ruptures de la dalle, jusqu'à tel point que nous avons dimensionné aussi les poutres. Chapitre 3, c'est donc le calcul du portique. Ensemble avec vous, on avait vu comment calculer un portique, comment ressortir ces éléments, les éléments de réduction d'un portique, comment trouver donc la poutre transversale du portique la plus sollicitée, et puis comment la dimensionner. Et après aussi, hier, on avait vu donc les dimensionnements de la fondation. Comment prédimensionner, disons, comment les dimensionnements justement d'une colonne ou d'un poteau. Comment dimensionner un poteau. Ok, mais aussi avant ça, on avait vu comment prédimensionner un poteau. Aujourd'hui, nous allons entamer le chapitre 4, qui est bien sûr la fondation. Mais dedans, on aura donc 2 points. Le premier point, nous allons voir d'abord les calculs des longrines. Ok, puisque c'est donc la longrine qui vient en première position. Et puis deuxièmement, on verra donc les calculs de semelles. Le semelle, on verra donc 2 types de semelles. Comment prédimensionner une semelle isolée. Et puis comment faire pour une semelle isolée bien sûr, mais sous poteau. Et puis en 5e position, le dernier chapitre, puisque je vous avais dit que dans ce plan de travail, on aura au total 5 chapitres. Le 5e chapitre, là également, on verra donc 2 points. Premièrement, nous allons voir l'escalier. Et puis enfin, on verra donc l'ascenseur. Tout ça, c'est justement à la main. Donc après le 4e chapitre, on aura donc le dernier chapitre que nous allons voir pour clôturer justement ces cours de calcul des structures. Et après, on passera à autre chose. Alors, les amis, qu'est-ce que je suis obligé d'abord de faire? La fondation. Oui, la fondation. Oui. Comme je l'ai dit, très bien, nous savons très bien, c'est justement, chaque fois, vous allez voir que les ingénieurs, les architectes les disent souvent, la fondation, la fondation, la fondation, oui. Mais l'ingénieur ne peut pas seulement se fier dans la fondation d'une manière un peu générale ou d'une manière globale. Pour dire que non, la fondation, oui, bon. Est-ce que je peux réaliser directement un radier, une semelle filante, une semelle isolée ou une semelle isolée sous poteau? Tout ça doit se déterminer par des calculs. C'est après avoir calculé la structure, c'est là où l'ingénieur peut avoir une idée claire de ce qu'il faut faire. Donc, les amis, on peut d'abord évoluer. Le premier point que nous allons aborder ici, ça sera donc le calcul des longrines, comme je l'avais dit. Je vais commencer d'abord par les principes des calculs. Ok? Alors, nous allons lire ensemble avec vous. Pour les calculs des longrines, nous considérons donc le cas le plus défavorable. Ok? Ça, c'est un terme phare d'un ingénieur. Les cas les plus défavorables. Pourquoi? Puisque l'ingénieur dimensionne ou calcule toujours dans les cas les plus défavorables, pour avoir la certitude du dimensionnement. En considérant bien sûr la charge de la maçonnerie se trouvant au-dessus des centres de dernier, ok, et déconsidérer la réaction du sol. Ok, donc vous avez bien compris, donc c'est clair. Nous allons donc considérer la charge de la maçonnerie se trouvant au-dessus, bien sûr, de la dite longrine, ok, tout en déconsidérant la réaction du sol. Elles seront donc calculées comme une poutre travaillant, bien sûr, en flexion simple et appuyée simplement. Ok? Donc là, déjà, le principe est simple. Rien que par ces principes, vous comprenez très bien ce que l'ingénieur est censé de faire. Maintenant, comment faire le dimensionnement d'une longrine? D'abord, en termes de dimensions ici, qu'est-ce que je dis? La base de la longrine sera tout simplement égale à la dimension la plus petite du poteau. Ok? Puisque quand on avait prédimensionné les poteaux ensemble avec vous, on avait trouvé la base B égale à 25 cm. Ok? Raison pour laquelle, donc, je dis ici tout simplement, raison pour essayer un peu d'uniformiser. Ok? Donc, j'évite d'avoir les bâtés ou également, je refuse que la base de ma longrine dépasse tout simplement, donc, la petite portée du poteau. Ok? Ça fait waouh. Donc, j'ai pris la base de la longrine sera donc égale à la dimension la plus petite du poteau. D'où B, qui est la base, égale à 25 cm.
Donc, comme section transversale, nous adoptons tout simplement donc les S égale AB fois H. Donc, prédimensionner une longrine, c'est tellement simple, non? C'est comme tout simplement une poutre. C'est facile. OK? Étant donné que j'ai trouvé la base égale à 25, donc j'ai pris la hauteur égale à 30 cm. OK? Donc, d'autant plus que c'est une section, ça sera donc 25 fois 30 cm². Maintenant, après ça, je passe maintenant au calcul proprement dit, justement, de la longrine. Qu'est-ce que je fais? Calcul de la longrine reliant le poteau du portique. Je commence d'abord avec ça. La première des choses, il faut d'abord évaluer. OK? L'évaluation des charges, donc, c'est très, très important. Surtout quand vous calculez donc vous faites des calculs stricts à la main. À chaque fois, vous allez donc, bien entendu, donc, évaluer les charges, les différentes charges. OK? Maintenant, le poids propre de la longrine. Je commence d'abord par ça. Le PP, le poids propre de la longrine, doit être égal à B, qui est la base, multiplié par sa hauteur, multiplié par sa masse volumique. Comme la longrine, c'est en béton armé, et donc, ça sera la masse volumique aussi du béton armé. Donc, le PP sera égal à 0,25, multiplié par 0,30, multiplié par 25 000 newtons par mètre cube, puisque là, je travaille avec les newtons. OK? Donc, je vais calculer ensemble avec vous. Donc, j'aurai 0,25 multiplié par 0,30, que je vais multiplier également par 25 000. Voilà, ça me donne une valeur de 1875 newtons par mètre. OK? Voilà. Maintenant, après ça, je vais évaluer aussi le poids de la maçonnerie ou du mur. OK? Donc, le PM, le poids des murs, sera tout simplement égal à son épaisseur, multiplié par les H ici, dans la hauteur de mur. La hauteur des murs ici sera fonction justement de la hauteur sous plancher. Dans notre cas, on avait opté la hauteur sous plancher, c'était de 3 mètres. Mais néanmoins, il faut maintenant déduire aussi l'épaisseur justement disons comment, la hauteur de la poutre. Bien sûr, y compris aussi la retombée. OK, donc ça fera donc 40 cm. Multiplié par masse volumique du mur. OK, donc le béton non armé. Je vais calculer rapidement. Donc, ici, d'abord, je vais déduire la hauteur de la poutre ici. Donc, j'aurai d'abord 3 moins 0,40. Donc, ça me donne 2,6. Que je vais multiplier d'abord par 0,20, qui est justement l'épaisseur. Et puis, je multiplie ça maintenant par la masse volumique du béton non armé. OK? En newton, ça sera 16 000 newtons par mètre cube. Ça me donne une valeur de 8320 newtons par mètre cube. Disons comment? Qu'est-ce que je dis? Le mètre et mètre vont tomber, donc ça sera 8320 newtons par mètre. OK? Donc, c'est pour dire que toutes les travées ont donc de murs, telles que considérées chez moi. Donc, toutes les travées ont donc de murs. Comme vous le savez, l'ingénieur doit calculer dans les cas les plus défavorables. Donc, je cherche toujours les cas les plus défavorables, tout en mettant dans ma tête que l'économie aussi doit être respectée. Ça ne vaut pas la peine de calculer un ouvrage tout simplement côté résistance. Vous êtes résistant, mais néanmoins, l'ouvrage n'est pas économique. Vous allez rater des marchés. Alors, d'où maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire également? D'où la charge totale pondérée, OK, sera E. Donc là, je vais tout simplement associer, additionner en fait. Je prends donc la charge, le poids propre de la longrine calculé, plus le poids de la maçonnerie calculé. Je multiplie ça maintenant par les 1,35 pour que ça soit directement pondéré. OK? Donc, j'aurai ça, plus 1875. Ça me donne ça. 2195 que je vais multiplier maintenant par 1,35. Voilà, je trouve une valeur de 13 763,25. OK? Donc, je prends seulement 13 763 newtons par mètre. Donc là, c'est bon. Donc, je viens d'obtenir déjà la charge pondérée. OK? Maintenant, là, nous sommes obligés de la charger, en fait, de charger cette poutre. Regardez comment est-ce que la poutre est chargée. Une charge uniformément répartie sur toute la poutre, puisque, bien entendu, nous avons dit que la charge, le mur, sont donc partout, du début jusqu'à la fin. Vous voyez? Maintenant, à ce stade, les amis, ce qu'il faut faire, c'est comme on avait fait pour les cas de la poutre, des poutres longitudinales. Eh ben, c'est juste question de prendre donc cette poutre. OK? C'est une poutre à plusieurs travées. Vous allez la modéliser sur Robot Structural Analysis, tout en supprimant les poids propres de l'élément que vous allez utiliser pendant la modélisation.
eh ben, vous trouvez directement les éléments de réduction. C'est ce que je fais. OK? Raison d'être un peu rapide. Alors, dès que je calcule maintenant cette poutre sur Robot Structural Analysis, voici donc ce que je trouve comme réaction d'appui. Le RA est là, le RB est là, vous avez le RC, le R2, ainsi de suite, et le RE. OK? RA, RB, RC, RD, RE. Alors, maintenant, les diagrammes des moments fléchissants également. Voici les diagrammes des moments fléchissants. Vous avez les diagrammes des moments max ici. OK, le moment max entravé, ça donne une valeur de 16 291,47. Le moment max aux appuis, OK, donc un signe négatif, c'est le moment négatif, et de 20 471,94. Là, vous avez l'effort, les diagrammes des efforts tranchants, max et min. OK? Alors, dès que je termine avec les éléments de réduction, maintenant, j'ai continué les calculs des longrines se trouvant justement dans le sens longitudinal. Qu'est-ce que je fais? Le chargement appliqué sera donc le même que celui de la longrine précédente, ok, la longrine que nous venons justement d'évaluer tout à l'heure, du point de vue évaluation justement des charges. Parce que toutes les travées ont également de murs, tel qu'est considéré ici. Ok, donc c'est pour dire que si je vais évaluer également et faire les calculs de longrine se trouvant dans le sens longitudinal, ok, c'est-à-dire que j'aurai donc de même valeur qui U sera égal à 1875 plus 8320 que je vais multiplier par 1,35, et ben je trouverai tout simplement la même valeur de 13 763 newtons par mètre. Donc chargement, toutes les travées ont de mire. Voilà donc ce qu'on aura. Là également, je calcule les réactions d'appui. Je trouve les RA, RB, RC, R2. Sauf que là, je n'ai pas les RE. Je calcule aussi le diagramme de moment fléchissant. Je trouve le diagramme, moment max et moment min. Je calcule le diagramme des efforts tranchants. Je trouve max et min. Et puis maintenant, là, je vais faire maintenant les calculs des armatures de la longrine. OK? Alors, comment maintenant calculer les armatures de la longrine? Pour l'uniformiser ou pour l'uniformité des armatures dans toutes les longrines, nous calculerons tout simplement la longrine la plus chargée. Ok, ça c'est exact, c'est suprême. C'est exact et c'est suprême. C'est-à-dire quoi? Je ne peux pas calculer les armatures dans chaque longrine. Mais néanmoins, pour l'uniformité des armatures dans toutes les longrines que moi je vais utiliser ici, donc nous allons calculer tout simplement la longrine la plus chargée, étudiée bien sûr ci-dessous, la longrine que je viens de vous montrer tout à l'heure, avec MU qui est justement le moment max, qui est égal à 18 164,14 Nm. Et ça c'est donc entravé, et le moment max, ok, au niveau des appuis, on avait trouvé une valeur de 25 720,44 Nm. Voici donc, ça c'est la coupe, hein. C'est sous forme d'une coupe. Vous avez la base qui est de 25 cm. La hauteur ici est de 30 cm. Donc si vous enlevez maintenant les 3 cm de l'enrobage, ça va rester 27 cm. Calculons maintenant les armatures longitudinales. Pour la partie inférieure de la longrine, c'est-à-dire en travers, avec son moment max égal à 18 164,14 Nm, regardez ce qu'il faut faire. Les caractéristiques du matériau sont donc le béton. J'ai le béton de FC28 qui est égal à 20 mégapascal. OK? Le FBI, la formule sera égale à 0,85. Je pense que vous n'avez pas oublié. Multiplié par FC28 sur, OK? Sur oméga, donc rho, oméga B. OK? Avec justement le rho qui sera égal à 1. Et gamma B, donc c'est-à-dire le rho gamma B. Le gamma B ici sera égal à 1,5. Dès que je remplace le FBI, je trouve la valeur de 11,33 mégapascal. Maintenant, pour l'acier ici, l'acier, le FEI, est égal à 400 mégapascal. Le FEI sera égal à FE sur gamma S, avec gamma S égal à 1,15. C'est la même chose.
Je remplace directement le FEI, sera égal à 400 sur 1.15. Je trouve une valeur de 348 mégapascales. Calculons maintenant le moment réduit ici, le mi BI sera égal à MI, le moment max, sur FBI multiplié par B, multiplié par D carré. Donc, je remplace ici, je remplace de l'autre côté, je remplace aussi la base, le B, et puis je remplace le D carré, c'est-à-dire la hauteur de la longrine moins l'enrobage. Je trouve une valeur de 0,087 qui sort inférieure à 0,186. D'où, ok, donc le moment réduit calculé ici sort inférieur à 0,186. D'où je tombe dans le pivot A. Ok, vous avez donc le pourcentage là. Donc, le mi égal à 0,087 sort inférieur à mi limite, qui est égal à 0,392. Donc, ici, je n'ai pas besoin d'acier comprimé. Donc, pas d'acier comprimé. Je calcule maintenant l'alpha ici. La formule, vous le savez, très bien. Je calcule, je trouve la valeur de 0,114. Je calcule maintenant l'axe naître ici. Ça sera donc alpha multiplié par D. Je remplace là, je trouve la valeur de 3,078 qui est inférieure à H. Ok, la hauteur totale de la longrine qui est de 30 cm. Et donc, par conclusion, déjà à ce niveau, je peux dire que l'axe naître tombe à une distance de Y égale à 3,078 cm. Je calcule maintenant le ZI. Ok, je remplace 2 par sa valeur, ainsi de suite. Je trouve la valeur de 25,76 cm. Je calcule maintenant la section d'armature, le AU, qui sera égal à MU sur F acier multiplié par ZU. Je remplace et je trouve la section de 2,03 cm². Soit, nous prenons le diamètre 10, le nombre des barres sera donc 4 multiplié par AU sur pi de carré. Dès que je calcule, je trouve 4 barres. OK? Alors, maintenant, je vérifie également la section d'armature ici. J'aurai donc NB multiplié par pi multiplié par D carré sur 4, dont je tire. Je trouve la section de 2,36 cm². Donc, c'est pour dire quoi? Avec 3 barres de 10, la section exacte sera donc de 2,36 cm². Là, je viens de trouver la section dans les armatures en travers. Maintenant, la partie supérieure de la longrine, c'est-à-dire nous allons calculer maintenant les armatures aux appuis. La même procédure, sauf que le moment change. Là, j'ai un moment de 25 720,44 Nm. Donc, le moment réduit, je calcule, je trouve la valeur de 0,125 inférieure à 0,186. OK? Le moment réduit ici sera égal à 0,125 inférieur à 0,186. Je tombe toujours dans le pivot A. Et donc, le mi sort toujours inférieur à mi limite. OK? Donc, toujours pas d'acier comprimé. Je calcule alpha, je trouve alpha. Je calcule l'axe naître, je trouve. Cette fois-ci, ça tombe à 4,509. Toujours inférieur à 30 cm. Donc, l'axe naître tombe à une distance de Y égale à 4,509 cm. OK? Je calcule maintenant le Z. Je trouve la valeur de 25,20. Je calcule la section d'armature. Je trouve une valeur de 2,93 cm². Et donc, je vais opter pour 4 barres de 10, soit une section de 3,14 cm². Alors, étant donné que j'ai calculé déjà, je viens de calculer les armatures transversales ainsi que les armatures au niveau des appuis, c'est-à-dire les armatures en travers et aux appuis. Maintenant, nous allons passer donc à la vérification de la contrainte tangentielle, avec bien sûr le TCD, avec sa valeur de 34 755,92 newtons, et TDC, ce sont justement les valeurs des efforts tranchants. OK? Donc, calculons. Je calcule le VI qui sera égal à T moins KI multiplié par 2 sur 2. OK, les H, vous savez très bien, donc les H sera égal à 2. Le 2 qui est égal à 27 cm, donc les 3 cm moins, disons comment, les 30 cm moins les 3 de l'enrobage. Donc ça me fait 0,27 m. Effort tranchant à droite, je prends sa valeur de 34 755,92. Calculons maintenant l'effort tranchant réduit. Le VI sera donc calculé comme
Je remplace tout simplement par la valeur ici. Donc, je trouve maintenant le VI égale à 32 898 newtons. OK? Dès que je remplace maintenant à partir de cette formule, je trouve donc les 48,74 newtons par centimètre carré. Donc, pour les cas où la fissuration est préjudiciable, nous avons donc, je calcule, ça sera donc min égale 0,1 FC28. Je remplace, non, c'est la même formule qu'on avait utilisée. On adopte donc la valeur de 200 newtons par centimètre carré. D'où les calculs que je fais de moment réduit des 48,74 newtons par centimètre carré sort inférieur à 200 newtons par centimètre carré. Je fais la même chose aussi à gauche. Le DTD, le DTC. Dès que je remplace, moment réduit, je calcule. Voilà, voici donc ce que je trouve. Là, toujours 200. Voilà, dès que je trouve également 200. Maintenant, nous allons calculer les armatures transversales. Comment calculer les armatures transversales? Je commence d'abord par les diamètres. OK? D'abord par les diamètres. Les calculs de diamètre, c'est très sympa, c'est pas compliqué. Pour le calcul des diamètres, j'aurai donc le diamètre transversal doit être inférieur ou égal à M min. La formule est là, donc dès que je remplace 2 par sa valeur sur 27 cm. Je prends 100 mm, ça sera 270 mm. Sur 25, qui doit être égal à 10,8 mm. Je trouve diamètre transversal, OK, de 10 mm. On adopte pour le barre de 6. OK? Comment calculer maintenant l'écartement? Donc, le ST doit être inférieur à min, M min. 0,9 multiplié par 2, je remplace 2, 3 moins 3, 30 cm moins 3 cm. Je trouve une valeur de 24,3 cm, soit le ST égale à 20 cm. Or, 1 mètre égale à 100 cm. Donc, si je prends maintenant 100 cm sur 20 cm, ça me donne directement 5. Et donc, d'où, concernant les armatures transversales, j'aurai donc 5 barres de 6 par mètre. OK? Voici maintenant le dessin d'armature, c'est-à-dire le plan d'armature, la coupe longitudinale. Regardez comment il faut disposer les armatures. Donc là, concernant les cadres ici, j'aurai donc 3 barres de 10, OK, par mètre. L'espacement de 20 cm. Au-dessus, OK. Au niveau des appuis, j'aurai 3 barres de 10 également, OK. Et en travers, j'aurai également 3 barres de 10. C'est sympa, les amis. Après, maintenant, vous avez également la coupe transversale, la coupe AA. OK, pour essayer un peu de vous montrer ça très très bien. Regardez maintenant la coupe AA. Donc, j'aurai 4 barres, OK, dans ce sens. Et puis 4 barres dans l'autre sens. Vous voyez, donc c'est vraiment facile à comprendre. Alors, maintenant, nous avons fini avec la longrine. Nous allons donc passer maintenant rapidement sur les calculs de semelle. OK? Nous allons voir maintenant les calculs de semelle, les amis. Donc, étant donné que nous avons terminé déjà avec la longrine, je pense que ça, c'est très, très important. C'était vraiment important pour nous, OK, de bien comprendre comment ça fonctionne. Alors, maintenant, calculons rapidement donc la semelle. Avant de calculer justement la fondation, bien sûr, nos semelles, j'aimerais que nous puissions d'abord voir en quelque sorte la définition de ce qu'on appelle la fondation. Généralité. Par définition, nous le savons très bien, une fondation, c'est défini comme élément d'un ouvrage qui assure la transmission, OK, et la répartition des charges de cet ouvrage, bien sûr, dans le sol. Le poids propre du bâtiment, les forces climatiques et les surcharges liées, bien sûr, à son utilisation. Les fondations d'un bâtiment représentent un enjeu essentiel de son architecture, car elles ferment la partie structurelle qui s'oppose au tassement et aussi aux infiltrations. Selon bien sûr la capacité portante, les efforts mis en jeu et les tassements admissibles, les constructeurs choisira une solution du type de fondation superficielle, semi-profonde ou profonde, dont ça dépend, qui diffère justement par leur géométrie et leur fonctionnement. Donc, à ce niveau, il faut comprendre que la différence majeure entre les types de fondations superficielles
semi-profondes et profondes, c'est justement par leur géométrie et leur fonctionnement. Ça, c'est clair. En dernier recours, si le sol en place ne possède pas les qualités suffisantes pour qu'on puisse y fonder, l'ouvrage des techniques de renforcement des sols sont utilisables. Ok? C'est-à-dire si déjà le sol en place n'est pas d'une bonne qualité, ok, donc on peut faire usage d'autres méthodes, par exemple le remaniement du sol, c'est-à-dire justement pour renforcer la capacité portante du sol, ainsi que d'autres types de mécanismes qu'on peut appliquer. Okay? Par exemple, dans une sol inondable, il y a possibilité de faire aussi le rabattement des nappes. Okay? Donc, poser des drains, ainsi de suite, pour évacuer en fait l'eau. Maintenant, dans le type de fondation, ce qu'il faut également noter est que les fondations varient selon bien sûr la qualité du sol sur lequel le bâtiment doit être implanté, ainsi que selon bien sûr la nature et la taille du bâtiment. Il est fortement recommandé que ce sol soit de bonne portance et peut siéger au tassement. Ok? Donc c'est beaucoup plus souhaitable d'avoir un sol de bonne capacité portante et un sol qui ne présente pas déjà le fait des tassements. C'est beaucoup plus important pour les dimensionnements. L'ingénieur, chargé bien sûr de l'étude des types de fondations et du niveau d'assise d'un ouvrage, est un ingénieur géotechnicien. Ok, donc là, il faut comprendre déjà qu'il s'agit bien sûr des études géotechniques. Il existe donc 4 catégories de fondations. Nous avons premièrement les fondations superficielles. Lorsque les couches de terrain capables de supporter l'ouvrage sont justement à faible profondeur, on a donc les semelles isolées, sous poteau, les semelles filantes, sous mire et les radiers générales. Les fondations profondes, c'est lorsque les couches de terrain capables de supporter l'ouvrage sont à une grande profondeur. Là, on peut faire directement l'usage à ce qu'on appelle les puits, c'est-à-dire fondation de puits, tout comme fondation en pieux. Les fondations spéciales. Ok? Par exemple, les colonnes ballastées. Il s'agit tout simplement des colonnes de pierre, ok? Ou des graves ciments que l'on intègre dans le sol et sous des semelles isolées, par exemple. C'est justement pour essayer un peu de renforcer encore une fois de plus la capacité portante du sol. Vous avez également ce qu'on appelle les fondations superficielles ou radiées. L'emploi d'un radier se justifie lorsque la contrainte admissible à la compression du sol est très faible. C'est parmi les éléments, c'est parmi les éléments qui peut pousser à un ingénieur de faire recours à un radier général. D'abord, c'est lorsque la contrainte admissible à la compression du sol est très très faible. Ok? Que le bon sol est situé en trop grande profondeur. C'est-à-dire le bon sol est très très loin. Les autres types de fondations, ok, transmettraient justement au sol des contraintes trop élevées. L'air total des semelles est supérieur à la moitié de l'air justement du bâtiment. Ok, ça aussi c'est parmi les éléments. Les charges apportées par l'ensemble du bâtiment ne risquent pas d'entraîner des tassements différentiels incompatibles. Ça aussi c'est parmi les éléments. Et aussi le ferraillage d'un radier est donc particulier. Les aciers tendus se situent en partie haute de la dalle. Le point d'appui deviennent le mur et les longrines de redressement situées justement au droit des ouvertures et les longrines exactes. Ok? Donc, à ce qui concerne maintenant les types de radiers, donc il existe 4 types de radiers, généralement. Il y a ce qu'on appelle les radiers dalles, ok, ou plates. Les radiers dalles, justement aussi appelés les radiers à plat ou les radiers plats. Les radiers dalles, le plus courant, donc c'est parmi les radiers qu'on utilise souvent. Deuxièmement, il y a les radiers nervureux. Donc, pour essayer un peu de bien comprendre ça, allez-y sur mes deux chaînes YouTube, Jinkunga Tutoriel, ainsi que Académie des logiciels d'ingénieurs. Je fais beaucoup de vidéos sur les radiers, donc vous allez
Bien maîtriser ça. Troisièmement, il y a ce qu'on appelle les radiers champignons sous poteau. Ok, les radiers champignons sous poteau. Et puis aussi, vous avez ce qu'on appelle les radiers voûtes. Donc, voici les 4 types de radiers qu'on peut voir. Alors, selon bien sûr la hauteur d'encastrement 2, c'est-à-dire l'épaisseur minimale justement de terre qui se trouve au-dessus de la base de la fondation et la largeur de la base B, on peut donc définir les fondations comme étant superficielles. Ok, généralement si 2 est inférieur à 1,5 multiplié par B. Vous voyez? Je réponds, selon la hauteur d'encastrement 2, ça c'est la hauteur d'encastrement 2, et aussi la largeur de la base B. On peut définir les fondations comme étant superficielles si 2 est inférieur à 1,5. Ok? Ça c'est de 1. Et puis maintenant, semi-profonde si 1,5 multiplié par B sort inférieur à 2, inférieur à 5 multiplié par B. Et profonde si 2 est supérieur à 5 multiplié par 2. Maintenant, choix du type de fondation. Pour notre cas ici, donc, j'ai des choix de fondations que nous allons étudier ici. Ok? Le premier choix, nous allons faire donc une semelle isolée. Voici donc la configuration d'une semelle isolée que nous allons donc calculer. Vous avez donc le NT, ok, qui sera égal à NI6, c'est-à-dire l'effort normal, la descente de charge du 6e niveau, le dernier niveau, ok. Là, vous avez donc la longrine, ok, la longrine. Là, vous avez le phi, la profondeur, le 2,20 m. Et puis là, vous avez également, justement, donc, la coupe, hein, bien sûr, de la longrine. Et là, l'épaisseur. Maintenant, d'une manière un peu générale, c'est qu'il faut comprendre également par la définition. Ou le principe d'une semelle isolée est que la semelle isolée est donc une partie, justement, ponctuelle d'un élément de la structure comme un pilier ou un poteau, bien sûr isolé, à peu près, dont la base doit reposer justement au sol. Ok, la base doit reposer au sol sur un socle de fondation. Mais maintenant, pour notre cas, si je vais par exemple évoluer rapidement, comment faire maintenant l'évaluation de charge, de la charge? Je commence d'abord par le phi ici. Comment trouver maintenant, évaluer la charge du phi? Le poids du phi sera égal à 1,35 multiplié par cette hauteur, le 2,20 m, multiplié par la base. Donc, j'ai pris une section de 40 fois 50, donc 40 fois 50, multiplié par la masse volumique. OK? La masse volumique, multiplié, donc ça sera donc fois 2, par rapport à la configuration ici. Je trouve le P, la valeur du phi, égale à 29 700 newtons. Maintenant, comment trouver donc la charge pondérée, le NT? Donc, je suis obligé, ça sera la somme de P, donc l'effort normal, NI6, du 6e niveau, plus, ok, la longrine longitudinale, la longrine transversale, plus le poids du phi, ok, plus le poids du phi, qui sera donc égal maintenant, je remplace directement par des valeurs que j'ai ici. Dès que je remplace par des valeurs, je trouve la valeur que vous voyez ici. Ça me donne une valeur de 1 794 125,47 newtons. Là, maintenant, je peux donc passer rapidement au prédimensionnement. Regardez comment est-ce qu'il faut prédimensionner une semelle isolée. La contrainte à utiliser ici, nous avons donc une contrainte de sol de 90 newtons par centimètre carré. Donc, la configuration de la semelle isolée est là. Donc, là, vous avez donc le grand BX, le grand BY, le petit BX et le petit BY. Alors, comment maintenant je vais prédimensionner rapidement cette semelle? Là, ça représente tout simplement, ça représente en fait les dimensions de la semelle. À l'intérieur, ici, vous avez donc les dimensions justement des poteaux ou de la colonne. Je vais maintenant
prendre, ça sera quoi ici? Donc j'aurai le grand B, ok, dans le 2, la base et la hauteur ici. Le grand B, le BX sur BY, doit être égal à petit BX sur petit BY. Je tire maintenant le grand BX. Ça dit, j'aurai quoi? Dès que je tire le grand BX, j'aurai donc le petit BX multiplié par le grand BY, donc petit BX, multiplié par le grand BY, sur le BY, le petit BY. Première équation, donc le premier. Alors, maintenant, connaissant cette relation, c'est-à-dire la contrainte est égale à N sur S, qu'est-ce que je fais maintenant? Je prends maintenant la contrainte. La contrainte du sol doit être supérieure ou égale à la contrainte totale. Donc, la contrainte du sol doit être supérieure à NT, ok? Donc, le N ici, c'est le NT, l'effort normal total, sur le S, ok? Comment trouver maintenant le S? Le S doit être également supérieur ou égal à NT sur la contrainte du sol. Or, pour notre cas ici, nous avons donc le grand BX multiplié par le petit BX doit être également supérieur ou égal à NT sur la contrainte du sol. Pourquoi? Puisque la section ici, le S ici, ce n'est que la section de la semelle. C'est-à-dire c'est le grand BX multiplié par le grand BY doit être supérieur ou égal à NT sur la contrainte du sol. Donc, cela revient à dire quoi? Le BX maintenant doit être supérieur ou égal à quoi? La NT sur, c'est-à-dire le BY passe de l'autre côté. J'aurai donc NT sur la contrainte du sol multiplié par BY. Deuxième équation. OK? Donc, vous avez première équation et deuxième équation. Maintenant, nous allons faire la première équation dans D, dans deuxième. C'est-à-dire quoi? J'aurai donc, je vais commencer avec ça. Donc, j'aurai le BX multiplié par BY sur BY. OK? Doit être supérieur ou égal à NT. OK? Ça maintenant sur la contrainte du sol multiplié par grand BY. Maintenant, je vais tirer le BY ici. C'est-à-dire, j'aurai le grand BY. Ça sera donc carré, puisque BY sera au carré. Doit être supérieur ou égal à BY. Le BY ici. Le BY ici, BY min, multiplié par les NT ici, sur le BX, multiplié par la contrainte du sol. Maintenant, je prends directement le BY sera supérieur ou égal aux racines carrées de BY multiplié par NT sur petit BX multiplié par la contrainte du sol. OK? Alors, de 1 maintenant, j'aurai quoi? J'aurai donc BX qui est égal à B, donc petit BX multiplié par grand BY sur BY. Là, déjà, c'est pour le BY. BY est connu. Maintenant, je suis au niveau de BX. C'est-à-dire BX doit être supérieur ou égal à petit BX sur grand BY. Racine carrée de BY multiplié par NT sur BX multiplié par la contrainte du sol. Je tire maintenant le BX sera donc supérieur ou égal aux racine carrée de BX carré multiplié par BY multiplié par NT sur le BY multiplié sur BY carré, donc BY carré, ok, multiplié par BX multiplié par la contrainte du sol. Ok, donc ceci implique ici, le BX doit être supérieur ou égal à BX, ça doit être supérieur ou égal aux racines carrées de BX multiplié par NT sur BY multiplié par la contrainte du sol. D'où BX doit être supérieur ou égal aux racines carrées de. Maintenant, ici, je peux remplacer directement. Je remplace le BX ici. Le BX, ce n'est que la base de la colonne qui est de 25 cm. Donc, sera égal à 25 multiplié par NT, ok, l'effort normal total, qui est justement de 179 000. Donc, de 1 794 125,47 sur le BY, la hauteur de la colonne qui est de 35 cm, multiplié par la contrainte ici. Notre contrainte est de 90 newtons par centimètre carré. Je remplace directement. Donc, le BX, je trouve égal à 119. J'arrondis, donc je prends BX égal à 130 cm. OK?
C'est simple. Hein? Là, j'ai trouvé dans la base déjà de ma semelle. Maintenant, je vais calculer aussi le BY. La formule de BY est là. Donc, sera égal à BY. Je remplace la valeur de BY multipliée par NT sur 35. OK? Non, non. Là, je suis ici. BY est égal, c'est la hauteur de 35. Multiplié par, justement, le NT. Je remplace là également. Je trouve la valeur de 167, j'arrondis à 180 cm. OK? D'où c'est pour dire quoi ici? La section de ma semelle isolée, prédimensionnée ici, est de 130 cm. Donc, c'est dit de 1,30 m fois 1,80 m. OK? Voilà. Maintenant, je vais calculer maintenant la hauteur. La hauteur de la semelle. Donc, la formule nous dit que les HT doit être supérieur ou égal au grand BX moins petit BX sur 4 plus les 5 cm. Donc, le grand B est égal à 30 cm, donc 130 cm, tel que calculé. OK? Et moins le 25. Le 25, c'est-à-dire le BX. Sur 4 plus 5 cm. Je trouve une valeur de 31,25 cm. Soit HT égale à 35 cm. Donc, maintenant, je vais passer au dimensionnement. Donc, le prédimensionnement est simple. OK? Vous avez vu comment je prédimensionnais, comment j'ai trouvé la section de ma semelle isolée, ainsi que sa hauteur. Maintenant, je vais dimensionner. Le dimensionnement, j'aurai quoi? Le Fx doit être égal à NT multiplié par Bx moins Bx. Donc, grand Bx moins petit Bx sur 8 multiplié par HT moins D1. Je remplace, je trouve la valeur de Fx ici. Maintenant, la section d'acier ou d'armature ici, les AX, sera égal à Fx sur la contrainte A. Dès que je remplace, je trouve directement la valeur de 22,56 cm², soit 8 barres de 20 avec une section d'armature de 25 multiplié 25,12 cm². Maintenant, en considérant le diamètre de barre de 16, OK, nous avons donc 2 qui sera égal à 5 plus 1,6. Donc 2D sera égal à 6,6 cm. Je calcule maintenant le Fy. Je remplace par la même formule. Là également, je remplace. Je trouve une section de 32,90 cm². Soit 11 barres de 12 avec une section d'armature de 34,54 cm². Calculons maintenant l'épaisseur ici. Alors, cette épaisseur, ce n'est que la hauteur du patin, puisque ici, j'avais opté pour une semelle, bien sûr isolée, mais néanmoins avec patin. Qu'est-ce que je fais? Cette épaisseur, cette hauteur doit être supérieure ou égale à 6 multiplié par le diamètre plus 6 cm. Donc, je prends le diamètre de 16, donc ça sera 1,6 plus 6. Je trouve est supérieur à 15,6, donc je vais arrondir pour avoir une hauteur de 20 cm. Sachant que l'espacement entre deux barres est de 15 à 30 cm, d'où voici maintenant le ferraillage de ma semelle isolée dimensionnée. Là, vous avez justement la coupe transversale. Vous voyez? C'est ça donc ma coupe transversale. Vous avez le nombre de barres ici, ainsi que de l'autre côté. Ça, c'est ma coupe transversale. OK? Alors, maintenant, après ça, regardez également, vous avez l'autre coupe. OK? Coupe AA. Ça vous donne aussi l'aperçu clair de la semelle que nous venons de dimensionner. OK? Avec tous les armatures nécessaires. Évaluons les amis. Maintenant, je vais faire de vérification. Alors, vérification de la stabilité de l'ouvrage. Puisque la semelle a la forme d'un trône, OK, du pyramide bien sûr, nous avons donc ce qui suit. Regardez la forme de notre semelle. OK? Regardez la forme de notre semelle. Maintenant, je vais faire quoi ici? Je vais calculer d'abord le volume. OK? Puisque le volume du trône ou d'un pyramide. Qu'est-ce que je fais? Donc, le volume V1 sera égal à H sur 3, multiplié par le S2, donc la section de S2, plus le S1, plus les racines carrées de S2, multiplié par S1. OK?
Nous savons très bien, les S1, c'est tout simplement la grande surface du rectangle. Le S2, la petite surface du rectangle. Donc, le S1 serait égal à quoi? 130 multiplié par 180, ce sont des dimensions de ma semelle, qui est égal à 23 040. OK? Je peux une fois de plus vérifier ensemble avec vous. 130 multiplié par 180, 23 040 cm². Tandis que le S2 serait égal à la section de poteau, 25 multiplié par 35, ok, qui me donne tout simplement une valeur de 875 cm². D'où la hauteur, les HT égale à 35 qu'on avait justement prédimensionné. Alors, maintenant, regardez la vérification que moi je vais faire ici. Ok, la vérification justement des stabilités de l'ouvrage, donc ça sera fait comment? Et donc je peux que remplacer, puisque là j'ai toutes les valeurs. Donc, sera égal à 40 sur 3, je remplace là, je trouve la valeur que vous voyez ici. Je calcule aussi pour VD, ok, la formule est là, et multiplié par BX, multiplié par BY, je calcule, je remplace, je trouve cette valeur ici. Maintenant, je calcule le poids propre de la semelle, ok, sera égal à 1,35 pondéré, multiplié par V2, multiplié par la masse volumique du béton. Je trouve le poids propre de la semelle que vous voyez ici. Ok? Maintenant, le poids total pondéré, le qui, serait égal à NT plus le poids propre de la semelle. Donc, qui serait égal à cette valeur plus la valeur que vous voyez ici. Et je trouve maintenant la valeur totale pondérée de qui. Maintenant, la condition nous dit que la contrainte calculée doit être inférieure ou égale à la contrainte admissible du sol. Avec bien sûr la contrainte calculée comme qui sur grand BX multiplié par grand BY. Et la contrainte étant égale à 90 newtons par centimètre carré, dès que vous remplacez, ok, je calcule, je trouve maintenant la valeur de 67 newtons par centimètre carré. Ensuite, que la contrainte calculée égale à 67 newtons par centimètre carré, ok, bien sûr qui sort inférieur à la contrainte du sol, admissible du sol, qui est égale à 90 newtons par centimètre carré. Donc, par conclusion, étant donné que la contrainte calculée sort inférieure à la contrainte admissible du sol, et donc la stabilité de l'ouvrage est assurée. La stabilité de l'ouvrage est assurée. Donc, c'est comme ça que vous serez à mesure de vérifier la stabilité, justement, de l'ouvrage, bien sûr, d'une fondation. Bien sûr, pour notre cas précis, c'est la semelle isolée. Maintenant, la position des éléments porteurs étant rapprochés nécessite aussi un type de fondation adapté à cette situation. Afin, bien sûr, de très bien remplir son rôle. Dans notre cas, vous allez voir déjà, si vous regardez bien le vieux en plan, que je vous avais montré tout au début là, vous allez voir que nous avons également des colonnes très rapprochées. Ok? Par exemple ici, vous voyez, ce sont des colonnes très rapprochées. De l'autre côté également, même si vous allez sur la vue en plan aménagée, vous allez le voir aussi bien. Donc, bref, c'est pour dire que nous avons quand même des colonnes très rapprochées. Ok? Donc, ce qu'il faut faire, là je viens de dimensionner la semelle isolée. C'est bien, la semelle isolée avec patin, c'est très bien dimensionné. Mais néanmoins, l'ingénieur ne se limite pas seulement dans les dimensionnements par rapport à ce qu'il faut avoir. Mais l'ingénieur, en réalité, c'est un scientifique. Un ingénieur, c'est un scientifique. Raison pour laquelle on dit toujours que l'ingénieur, c'est un génie. Un ingénieur civil, un ingénieur BTP, c'est un génie. C'est celui qui regorge beaucoup de connaissances. Étant donné que, déjà, dans ma configuration ici, je sais très bien que j'ai des colonnes qui se rapprochent, alors ça me pousse directement à penser aussi à dimensionner ce qu'on appelle une semelle sous poteau. Raison pour laquelle, vous allez voir ici, qu'est-ce que je dis? La position des éléments apporteurs étant rapprochés, nécessite un type de fondation adapté à cette situation, afin de très bien remplir son rôle. On pourra donc alors admettre une semelle sous poteau. Ok? Voici maintenant la deuxième semelle que j'ai dimensionnée, ce qu'on appelle la semelle sous poteau. Donc nous avons dimensionné deux semelles. La semelle isolée normale, ainsi que la semelle isolée sous poteau, ou la semelle sous poteau. Regardez ce qu'il faut faire. D'abord là, vous avez la configuration de la semelle sous poteau.
ciblé bien sûr ciblé avec par les colonnes rapprochées ici. OK? Regardez la configuration. Vous avez le NTI1, le NT1, le NT2, c'est-à-dire deux efforts normaux. Vous avez la hauteur, les HT, ainsi que la base, OK? L'équidistance entre deux poteaux, ainsi de suite. Le BY ici, vous avez également la portée. Maintenant, qu'est-ce que je fais rapidement ici? Je vais passer directement à son évaluation, OK? Pour la semelle sous poteau. Évaluation des charges sollicitant la semelle sous poteau. D'abord, le poids propre. Le poids propre du poteau, on avait déjà calculé ça, dans la valeur est de 8859, OK, 38. La charge du poteau du rez-de-chaussée, le NT1, est là, déjà connu, OK. Maintenant, la charge du poteau du rez-de-chaussée, NT2, aussi est là, déjà connu, OK, déjà connu. Il me reste que de rajouter également la charge du fil, qu'on avait déjà bien sûr calculé, qui est égale à 29 700 newtons. Et donc, je calcule maintenant la charge totale pondérée. OK, dès que je remplace, je trouve la charge totale pondérée, l'effort normal, égale à 1 836 665,31 newtons. OK? Étant donné que je trouvais la valeur, je vais maintenant prédimensionner rapidement la semelle sous poteau. Le prédimensionnement, c'est simple. La même procédure, la même méthode. Donc, le BX, OK, je remplace par la même formule, d'où je trouve maintenant BX égale, OK, je remplace. Donc, la section des poteaux ne change pas, mais seulement ici, c'est l'effort normal qui change. OK, je trouve maintenant le BX, OK, égale à 80 cm. Après, bien sûr, l'arrondissement. Et là, je trouve également la hauteur, OK, c'est-à-dire le H total, égale à 18,75 cm. Soit, on prend HT égale à 20 cm. Maintenant, le dimensionnement, la contrainte sera égale à NT sur 3,58 plus BX. Dès que je remplace, je trouve également cette valeur. OK? Voici maintenant son chargement. Je charge rapidement et la poutre. OK? C'est-à-dire la semelle plutôt. La semelle, la semelle sous poteau. Réaction d'appui, je calcule ça rapidement sur le logiciel. Je trouve les RA et RB. Le diagramme de mois fléchissant, je trouve la valeur max et min. Je vérifie également le fort tranchant. Je trouve le max et min. Calculons rapidement maintenant les armatures. Pour les armatures, d'abord entravées, le même principe. Le moment fléchissant étant négatif, la section aura donc une base, OK, de 160 cm. Je remplace le FBI, je calcule le mi, sort supérieur à 0,186, je tombe dans le pivot B, c'est-à-dire pas d'acier comprimé, je calcule maintenant alpha, je calcule aussi l'axe net, je trouve que ça tombe à 6,647, donc sort inférieur à HT, donc il n'y a pas de problème. Je calcule ça ici dans le ZU, je trouve sa valeur, je calcule maintenant la section d'armature, je trouve une valeur de 28,38 cm². Calculons maintenant le nombre des barres, donc je trouve 10 barres de 20 pour une section de 31,4 cm². OK? Maintenant, je calcule aussi les armatures transversales. Le diamètre ici, j'aurai donc deux diamètres transversales, doit être supérieur ou égal au diamètre longitudinal. OK? Justement sur 3. OK? Justement sur 3. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais ici? Et dans notre cas ici, dès que je remplace ça tout simplement par sa valeur, bien entendu. Dès que je remplace, qu'est-ce que je trouve ici? Et donc, c'est pour dire que j'aurai en réalité 20 que moi, je vais diviser maintenant par 3, bien sûr le 3 de la formule. Et dès que vous calculez, les amis, vous allez trouver directement la valeur que moi également j'ai trouvée ici, de 6,66 mm. Donc, nous prenons, OK, donc le 8 mm. L'écartement, la même formule, ST inférieur ou égal à M min. Je remplace 2. Vous savez comment trouver 2. Donc, ce n'est que la hauteur moins l'arrobase. La hauteur est de 20, donc moins 3, ça fait 17. Je calcule, je trouve
Soit, ça sera donc la section transversale, ça sera dans les 15 cm. Or, 1 mètre égale à 100 cm. D'où, j'aurai donc 100 cm sur 15 cm. Je trouve 6,66, soit 7 barres. D'où, les armatures transversales, j'aurai donc 7 barres, ok, de 8 par mètre. Vous voyez? Donc, c'est pas compliqué, les amis. Alors, pour des raisons de disposition constructive, nous adoptons également donc 12 barres de 12 dans la partie supérieure de la section comme armature de construction. Regardez maintenant le plan d'armature. OK? Voilà, donc voici donc le plan d'armature, les amis, et de la semelle sous poteau que nous venons de dimensionner. OK? Regardez à quoi ça ressemble. Et donc, c'est pour dire que à ce stade, vous n'avez pas de problème, d'autant plus que tout a été bien fait. OK? Alors, à part ça, maintenant, les amis, je pense que c'est par là que nous allons atterrir. Ce que je voulais vous montrer concernant déjà donc ces chapitres de la fondation, c'était très important. Ensemble avec vous, nous avons décortiqué tout ce qu'il fallait, puisque ça nous a pris un peu beaucoup de temps, mais c'était avec un but. C'était vraiment important que nous puissions le dérouler comme ça. Et donc, nous avons terminé ce chapitre, le chapitre 4, lié justement à la fondation, d'où nous avons fait les calculs de longrine, ainsi que calcul de semelle. Pour les semelles, nous avons dimensionné la semelle isolée, normale, et la semelle sous poteau. Donc, les amis, voilà ce que je voulais vous montrer. Prochainement, on pourra voir directement dans le chapitre 5, qui sera tout simplement l'escalier, ainsi que l'ascenseur. Merci les amis de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.